Bienvenue à tous dans notre immersion totale. Bonjour. Immersion totale, vous savez, là où on prend des sujets compliqués et qu'on essaye d'en sortir, eh bien, la substantifique moelle pour vous, auditeurs. Et aujourd'hui, on plonge dans la fiscalité des cryptoactifs, un sujet passionnant, mais avouons-le, un peu intimidant. Notre guide pour cette expédition, c'est le livre blanc Weltio ORWL Avocas 2025.pdf. Ah oui, un sujet qui bouge tout le temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre mission, c'est de vous donner les clés pour vous y retrouver. Le but de cette immersion totale, c'est de rendre clair et surtout pertinent pour vous les points importants de la taxation des cryptoactifs. On est en plein dans le mille, parce que 2024, c'était une année clé en Europe. Le 30 décembre, c'est l'entrée en vigueur de MiCA, le fameux règlement sur les marchés des cryptoactifs, applicable dans toute l'Union européenne. En gros, l'Europe a décidé de mettre un peu d'ordre dans le Far West crypto. Tout à fait. Et ce n'est pas tout. En même temps que MiCA, il y a eu la mise en œuvre du règlement européen TFR, pour Transfer of Funds Regulation, qui intègre, tenez-vous bien, la Travel Rule. Imaginez, chaque transfert de fonds, même le plus petit, doit maintenant laisser une trace d'identité. D'ailleurs, on a tous remarqué un changement de vocabulaire en France. On parle maintenant de cryptoactifs au lieu d'actifs numériques, pour s'aligner sur l'Europe. C'est comme si on passait d'un dialecte local à une langue commune. Exactement. On sent bien cette volonté d'harmonisation au niveau européen. Notre mission, c'est donc de décortiquer ce livre blanc et d'en extraire les infos essentielles sur la fiscalité des cryptoactifs. On va essayer de rendre tout ça compréhensible et applicable pour vous. On commence par les bases, le paysage réglementaire. MiCA est entré en vigueur fin 2024. Concrètement, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui utilise des cryptos en Europe ? MiCA, c'est un règlement européen directement applicable dans tous les pays membres depuis le 30 décembre 2024. L'objectif, c'est de fixer un cadre strict pour les activités liées aux cryptoactifs. C'est comme si on avait des règles du jeu plus claires et plus strictes pour plus de transparence et de sécurité. Il y a une période de transition pour les entreprises qui existait déjà, non ? Comme un temps d'adaptation. Oui, c'est la fameuse clause de grandfathering. En gros, les entreprises déjà en activité peuvent continuer à fonctionner sous l'ancienne réglementation pendant un certain temps, jusqu'à 18 mois en France, pour se mettre en conformité avec MiCA. Donc après ce délai, tout le monde joue avec les mêmes règles à l'échelle européenne. Absolument. MiCA s'applique à toutes les entreprises crypto dans l'UE, et ça implique pas mal de choses. Les émetteurs de stablecoins doivent déclarer leurs réserves de manière transparente, et il n'y a plus de protection pour les consommateurs. C'est une harmonisation à grande échelle. Et à côté de MiCA, il y a le règlement TFR et cette fameuse Travel Rule. Ça change quoi pour nous, les utilisateurs ? Le TFR, en vigueur en même temps que MiCA, intègre la Travel Rule, une recommandation du GAFI qui date de 2019. En gros, les plateformes d'échange de crypto doivent collecter et transmettre des infos détaillées sur les transactions, quel que soit le montant. Chaque transaction laisse une trace plus précise. Même les petites transactions entre amis FN. Un paiement de quelques euros en crypto. Oui, il n'y a pas de montant minimum. Et attention, il y a aussi des règles pour les portefeuilles auto-hébergés, ceux dont vous avez la clé privée. C'est une première mondiale en matière de régulation crypto. Votre coffre-fort numérique personnel est aussi concerné. L'Europe met le paquet sur la régulation crypto, c'est une version plus stricte qu'ailleurs si j'ai bien compris. Oui, l'UE a choisi une version renforcée de la Travel Rule dans le cadre du TFR. Et comme c'est un règlement européen, il s'applique directement dans tous les pays membres depuis le 30 décembre 2024. L'objectif, c'est d'améliorer la traçabilité des transactions pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Forcément, ça pose des questions sur la protection de la vie privée. Partager autant d'infos pour chaque transaction, ça peut paraître intrusif. Oui, c'est un vrai débat. Il faut donner le nom, l'adresse des deux parties, l'identifiant des portefeuilles. Ça a un impact sur la traçabilité, c'est sûr, mais il faut trouver le bon équilibre entre sécurité et vie privée. Le livre blanc parle aussi d'autres initiatives réglementaires. On dirait que le législateur ne chôme pas. Et non. La France, par exemple, avait déjà pris les devants en 2023. Il y a eu des discussions sur la régulation des jeux Web3 avec la loi Jeune et sur les NFT. C'était un peu une façon d'anticiper MiCA. Et au niveau européen, quoi de neuf ? Il y a la directive DAC8, approuvée en 2023, qui entrera en vigueur en janvier 2026, avec les premiers échanges d'infos en 2027. L'idée, c'est de renforcer la coopération entre les pays pour lutter contre la fraude fiscale. DAC8 s'aligne sur les définitions de MiCA et vise les plateformes d'échange de crypto, même celles hors UE qui servent des clients européens. L'UE ne plaisante pas avec la taxation des cryptos. Qu'est-ce qu'elles devront déclarer, ces plateformes ? De choses, les transactions crypto-fiat, crypto-crypto, les transferts de crypto, les infos sur les utilisateurs, non. Adresse, pays de résidence, numéro fiscal, date et lieu de naissance, et des infos sur les cryptos.
Valeur, nombre de transactions. En gros, vos activités sur les plateformes, même étrangères, seront plus transparentes pour le fisc. On sent une volonté de transparence et contrôle au niveau mondial. L'anonymat total, c'est fini. Oui, l'OCDE a présenté un cadre mondial pour la transparence fiscale des cryptos en 2022, le CARF. Il prévoit aussi l'échange automatique d'informations. En novembre 2023, 47 pays s'étaient déjà engagés à le suivre. C'est très proche de DC8 et ça pourrait être mis en place d'ici 2027. Une coordination internationale pour que les revenus crypto ne passent pas à la trappe. Le FMI et le Conseil de stabilité financière s'y mettent aussi. Oui, en juin 2023, ils ont proposé une régulation mondiale pour renforcer le contrôle et la coopération internationale pour la stabilité financière. Le G20 a aussi parlé de la nécessité de réguler les cryptos. On sent une prise de conscience globale. Et quels sont les points qui restent en suspens? Il y a encore des débats sur les NFT. Il y a une possibilité d'un régime spécifique dans MiCA d'ici 18 mois. Les monnaies numériques de banque centrale, c'est un autre sujet chaud. Et la DEFI a l'objet d'une étude en 2025 qui pourrait mener à de nouvelles réglementations. Le législateur a du pain sur la planche. On se concentre maintenant sur la France. Le livre blanc revient sur la fiscalité des cryptos dans l'Hexagone. Avant 2019, c'était le Far West fiscal. Non. On peut le dire. Avant la loi Pasteux, et le 1er janvier 2019, c'était un peu flou. Il y avait des règles, mais elles étaient mal adaptées. Certains pouvaient profiter de l'exonération sur les plus-values des biens meubles si les ventes étaient inférieures à 5 000 € par an. Mais le problème, c'est que beaucoup se retrouvaient à payer plus d'impôts que ce qu'ils gagnaient réellement en euros à cause de l'imposition des transactions crypto. La loi Pastaseux a mis un peu d'ordre dans tout ça. Oui, l'article 150 VH bis du Code général des impôts a introduit un régime spécifique avec des changements importants. Plus d'imposition sur les transactions crypto, obligation de déclarer chaque année les opérations imposables et les plus ou moins values, et un taux d'imposition forfaitaire de 30%. 2020, c'était la première année où les gens ont fait leur déclaration de plus-value sur les actifs numériques. Pour bien comprendre, il faut définir ce qu'on entend par cryptoactifs en France. La définition est large. Oui, la loi du 22 mai 2019 a introduit cette catégorie dans le Code monétaire et financier. Un cryptoactif, c'est une représentation numérique de valeur qui n'est pas émise par une banque centrale, qui n'est pas forcément liée à une monnaie légale, mais qui est acceptée comme moyen d'échange et peut être transférée, stockée, échangée électroniquement. Ça couvre pas mal de choses. Et ça cohabite comment avec les catégories de MiCA? MiCA est arrivé en décembre 2024 avec ses propres catégories Utility Tokens, Asset Reference Tokens, E-Money Tokens et Security Tokens. Il faut bien comprendre dans quelle catégorie est votre actif, car ça peut avoir un impact fiscal. Si on sort de ces définitions, l'imposition peut être différente. Un exemple. Si vous échangez directement un cryptoactif contre un bien qui n'est pas un cryptoactif, par exemple une œuvre d'art numérique qui n'est pas un NFT, ça sera imposé comme une plus-value sur bien meuble avec un taux de 36,%, mais une exonération possible si les ventes annuelles ne dépassent pas 5 000 €. La plupart des cryptos classiques sont des cryptoactifs, mais pour les NFT, c'est plus flou. Le Bitcoin, avec son adoption comme monnaie dans certains pays, est-ce que son statut fiscal change en France? La France considère que le Bitcoin n'est pas lié à une institution monétaire et n'a pas cours légal sur son territoire. Son adoption comme monnaie officielle dans des pays comme le Salvador ou la République centrafricaine pose la question de son statut fiscal. Mais pour Waltio, le Bitcoin reste un cryptoactif en France, la loi PAT ayant été conçue en réponse à son existence. Et les NFT. Est-ce qu'ils sont considérés comme des cryptoactifs? Difficile à dire. Leur nature unique les distingue des cryptos classiques. Plusieurs interprétations sont possibles. Cryptoactifs, biens meubles, œuvres d'art. Chaque qualification a des implications fiscales différentes. Waltio les traite comme des cryptoactifs, mais il vaut mieux demander un avis spécialisé si vous faites des transactions importantes. Le régime de 2019 distingue le trading occasionnel du trading professionnel. Comment on fait la différence? Le régime de 2019 ne concerne que les particuliers qui agissent occasionnellement. Si vous êtes un trader professionnel, vos gains seront imposés différemment dans la catégorie des BNC depuis 2023. Avant, c'était les BJ. Mais comment savoir si on est occasionnel ou professionnel? C'est flou. La distinction se fait au cas par cas en fonction de plusieurs critères. L'administration fiscale précise que la qualification de professionnel est l'exception. Le fait d'utiliser des outils informatiques ou d'avoir des revenus crypto importants ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est considéré comme professionnel? Il y a plusieurs facteurs. Gros volume échangé, montant des transactions, fréquence des opérations, expertise, nombre de transactions, outils utilisés, bot, couverture, plus il y a d'éléments, plus le risque d'être considéré comme professionnel est élevé. En cas de doute, il vaut mieux demander un avis. Pour les particuliers occasionnels, comment sont imposées les plus-values? Il y a un impôt forfaitaire unique de 30% sur la plus-value globale de l'année.
12,8% pour l'impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Si vous avez une moins-value, vous ne pouvez pas la déduire de vos autres revenus ni la reporter sur l'année suivante. Il y a une option pour le barème progressif depuis 2023. Oui, depuis la déclaration des revenus de 2023, on peut choisir le barème progressif au lieu du taux forfaitaire de 12,8%. Ça peut être intéressant si vous avez une tranche d'imposition faible. Si vous n'êtes pas imposable, vous ne payez que les 17,2% de prélèvements sociaux. Il faut faire le calcul pour voir ce qui est le plus avantageux. Et quelles sont les obligations de déclaration? Il faut déclarer toutes les opérations imposables de l'année, même si vous avez une moins-value globale, en utilisant le formulaire 2004-6. Pour chaque vente, il faut indiquer le prix de vente, le prix total d'acquisition, la fraction du prix déjà déduite, la valeur du portefeuille au moment de la vente et la plus ou moins value. Il y a un seuil en dessous duquel on n'est pas obligé de déclarer. Oui, si le total des ventes est inférieur à 305 €, vous n'avez pas d'impôt à payer. Mais attention, vous devez quand même remplir le formulaire 2004-6. Si vous dépassez 305 €, l'impôt est dû sur la totalité des plus-values. Et si on a des comptes sur des plateformes étrangères? Il faut les déclarer au fisc avec le formulaire 3916 BB. Vous devez donner le nom de la plateforme, son adresse, les caractéristiques du compte. Si vous ne le faites pas, c'est 750 € d'amende par compte non déclaré et 1 500 € si la valeur du compte dépasse 50 000 €. Il y a encore des doutes sur l'obligation de déclarer certains portefeuilles auto-hébergés, mais dans le doute, mieux vaut les déclarer. Parlons maintenant des activités spécifiques. Le staking, par exemple. Comment c'est imposé? Les récompenses du staking, c'est-à-dire les jetons que vous recevez en immobilisant vos cryptos, sont généralement considérées comme des BNC. Elles sont imposables l'année où vous les recevez, à leur valeur en euros. Si vous vendez ces jetons plus tard, la plus-value sera calculée en prenant comme prix d'acquisition la valeur déclarée en BNC. Si vous n'avez rien déclaré, le prix d'acquisition sera considéré comme nul et vous paierez l'impôt sur la totalité du prix de vente. Le lending, c'est pareil. Oui, les intérêts du lending sont imposés comme des revenus de créance. C'est le PFU, la flat tax de 30%, qui s'applique. L'imposition se fait l'année où vous recevez les intérêts. Quand vous vendez les cryptos prêtés, la plus-value est calculée en prenant comme prix d'acquisition la valeur déclarée comme revenu de créance. Si vous n'avez rien déclaré, le prix d'acquisition sera nul. Et se faire payer en crypto, c'est possible. La loi française interdit le paiement des salaires en crypto-monnaie. Le Code du travail exige un paiement en monnaie ayant cours légal et une jurisprudence de 2021 a confirmé cette interdiction. De plus, le Code monétaire et financier impose le versement des salaires sur un compte bancaire, qui est difficilement compatible avec les cryptos. Par contre, on peut recevoir une partie du salaire en avantage en nature, comme des cryptos, si l'employé est d'accord et que c'est mentionné dans le contrat. Et dans ce cas, comment c'est imposé à paye? La valeur en euros des cryptos reçus comme avantage en nature est imposée comme un salaire au moment de la réception. Ensuite, quand vous vendez ces cryptos, le prix d'acquisition pour la plus-value sera la valeur déclarée comme salaire. La plus-value sera imposée comme pour les autres cessions de cryptos, au PFU de 30%. Les jeux Play to Earn, où on gagne des cryptos en jouant, comment c'est d'imposer? C'est un peu flou. Il y a deux options. Soit on considère les gains réguliers comme des BNC et ils sont imposés l'année où vous les recevez. Quand vous les vendez, la plus-value est calculée en utilisant la valeur déclarée en BNC comme prix d'acquisition. Soit on considère que les récompenses non déclarées sont acquises gratuitement. Dans ce cas, la totalité du prix de vente sera imposée quand vous les vendez. Il faut faire la différence entre les gains aléatoires, qui ne sont pas imposables, et les gains réguliers, qui pourraient être imposés comme des BNC. La frontière est floue, il faut analyser chaque cas. Et le minage OFA? La valeur des cryptos minés est imposée comme des BNC l'année où vous les minez. La base d'imposition, c'est la valeur en euros au moment où vous les recevez. Si vous les vendez plus tard, la plus-value est imposée au PFU de 30%, en prenant comme prix d'acquisition la valeur déclarée en BNC. Les gains en casino avec des cryptos, c'est imposable. En général, les gains en jeu de hasard ne sont pas imposables, sauf si vous êtes un joueur professionnel. Si vous utilisez des cryptos pour jouer, la mise est considérée comme une cession imposable. Mais si le cours de la crypto n'a pas bougé entre le moment où vous l'avez acheté et le moment où vous l'avez misé, il n'y a pas de plus-value à déclarer. Les gains que vous gagnez au jeu ne sont généralement pas imposés. Le prix d'acquisition de votre portefeuille sera ajusté pour tenir compte de la mise. Et les airdrops comme? Ça dépend. Si l'airdrop est gratuit sans contrepartie, il n'est pas imposable. Les jetons reçus augmentent le prix d'acquisition de votre portefeuille. Si l'airdrop est reçu en échange d'une action de votre part, c'est comme les récompenses du staking. La valeur des jetons au moment de l'airdrop pourrait être imposable comme des BNC. Quand vous les vendez, la plus-value est calculée en prenant comme prix d'acquisition la valeur déclarée en BNC. Si vous n'avez rien déclaré, le prix d'acquisition sera nul.
Donner des cryptos, c'est imposé. Non, ce n'est pas une cession imposable. La valeur des cryptos sort de votre patrimoine. Si vous donnez à un organisme d'intérêt général, vous pouvez avoir une réduction d'impôt. Si vous recevez des cryptos en donation, ce n'est pas un revenu imposable, mais vous devrez peut-être prêter des droits de donation, sauf si vous bénéficiez d'une exonération. Le prix d'acquisition pour une future vente sera la valeur retenue pour le calcul des droits de donation. Et en cas de césar? Les cryptos font partie de la succession. Elles sont déclarées pour leur valeur au jour du décès et sont soumises aux droits de succession. Pour les héritiers qui vendent ces cryptos, le prix d'acquisition sera la valeur en euros au moment de l'héritage. Il est important que le défunt ait déclaré ses cryptos avant son décès et il vaut mieux consulter un avocat spécialisé pour les héritiers. Emprunter des cryptos, ça se passe comme en VFAD. Emprunter des cryptos en mettant d'autres cryptos en garantie n'est pas imposable en soi. La garantie reste dans votre portefeuille. Si la garantie est liquidée par le prêteur, c'est considéré comme un échange de cryptos, pas forcément une vente. Emprunter des euros avec des cryptos en garantie n'est pas imposable non plus. Mais si le prêteur liquide la garantie ou si vous remboursez en crypto, ça peut être imposable. Les produits dérivés sur crypto, comment ça marche? La qualification juridique des contrats à terme et autres produits dérivés est encore incertaine en droit français. Il y a deux interprétations possibles. Soit on les considère comme des contrats financiers, et les gains sont imposés comme des revenus de capitaux mobiliers au PFU de 30%, l'année où le contrat est soldé. Les cryptos reçus ont un prix d'acquisition. Soit on considère que ce sont des transactions entre cryptoactifs, il n'y a pas d'imposition au moment de la transaction, les cryptos reçus sont considérés comme acquises gratuitement. Waltio a une approche pragmatique. Ils appliquent l'impôt sur les plus-values avec un prix d'acquisition nul pour les gains sur les dérivés. C'est différent des CFD. C'est contrat sur l'addifférencement. Oui, les CFD sont imposés comme des titres financiers classiques. C'est l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux comme pour les actions. Si vous achetez des cryptos via un CFD, vous n'êtes pas propriétaire des cryptos, c'est juste un contrat sur la différence de prix. L'imposition dépendra de si vous êtes considéré comme propriétaire des cryptos ou non. Les NFT, on en a parlé un peu, mais niveau fiscal, c'est le grand flou. Oui, il n'y a pas de définition juridique unique. Il y a 3 options. Soit on les considère comme des cryptoactifs, et il n'y a pas d'impôt quand vous échangez des cryptos contre des NFT, et la vente est imposée comme une plus-value. Soit on les considère comme des œuvres d'art, et c'est la vente qui est imposée, soit sur le prix de vente, soit sur la plus-value, mais avec des taux plus élevés. L'échange de cryptos contre des NFT pourrait aussi être imposé, soit on les considère comme des biens meubles, et c'est la plus-value qui est imposée au taux de 36,2%, avec une possible réduction en fonction de la durée des détentions. Là encore, l'échange de cryptos contre des NFT pourrait être imposable. Waltio, ils font comme un nez. Ils les traitent comme des cryptoactifs, mais ils conseillent de demander un avis spécialisé si vous faites beaucoup de trading de NFTs. Prêter des NFT, comment c'est imposé? L'impact fiscal est surtout pour le propriétaire. Les revenus du prêt peuvent être des BNC ou des plus-values. Le NFT reste dans la valeur du portefeuille du propriétaire. L'emprunteur n'inclut pas le NFT dans son portefeuille. Au Canada, un bien immobilier, ça change quoi? La loi française ne prévoit rien de spécifique. On pourrait considérer ça comme des cryptoactifs, donc pas d'impôt à l'achat et plus-value à la vente. Ou comme des security tokens, et l'échange de crypto contre des tokens pourrait être imposé. Pour les loyers perçus en crypto, ça dépendra si vous les déclarez comme des BNC ou des revenus de capitaux mobiliers. Les crowd loans, c'est prêt des cryptos contre des récompenses. Prêter des jetons à un crowd loan n'est généralement pas imposable. Les jetons prêtés restent dans votre portefeuille. Les jetons de récompense sont généralement considérés comme acquis gratuitement. Convertir des cryptos, c'est imposable. Les conversions directes entre cryptos ne sont généralement pas imposables. Même si certaines plateformes font un passage par une monnaie fiat, ça ne devrait pas changer la nature non imposable de l'échange. Et les agents d'IA qui traitent pour nous? Les jetons utilisés pour accéder à des services d'agents d'IA sont des cryptoactifs. Leur achat n'est pas imposable, mais la revente peut l'être. Les revenus générés par les agents, en jetons ou en gains, sont généralement traités comme du staking, BNC, ou augmentent le prix d'acquisition du portefeuille. Les transferts internes ne sont pas imposables. Attention, vous êtes responsable fiscalement des transactions effectuées par l'agent d'IA. Et il y a des risques liés aux biais algorithmiques et au manque de consentement explicite. Les meme coins, c'est différent. Non, c'est pareil que les autres cryptos. L'achat n'est pas imposable, mais la vente contre des euros, des biens ou des services l'est. Les récompenses de staking sont des BNC. Si vous échangez un même coin contre un autre cryptoactif, ce n'est pas imposable. Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a des contrôles fiscaux sur les cryptos? Oui,
Malgré la complexité, le fisc peut vous contrôler. Si vous avez une activité commerciale liée aux cryptos, si vous utilisez des plateformes centralisées, si vous faites des transferts fréquents entre votre banque et les plateformes, vous avez plus de risques d'être contrôlé. Des pays comme l'Australie, l'Espagne, le Danemark et les États-Unis renforcent les contrôles. Comment ça se passe, un contrôle fiscal? En France, le fisc peut vous contrôler sur les 3 dernières années et même sur les 10 dernières années si vous avez un compte à l'étranger non déclaré ou une activité occulte. Il y a 2 types de contrôle, sur pièce où le fisc vérifie vos documents et sur place où il vient chez vous. Pour les cryptos, le contrôle sur place est plus probable car il est difficile de prouver l'origine des fonds et les flux de transactions. Le contrôle se déroule en plusieurs étapes. Notification, vérification, proposition de rectification, phase précontentieuse et contentieux. Comment éviter les problèmes? Il faut bien documenter vos activités pour prouver que c'est de la gestion de patrimoine privé, garder les justificatifs d'achat en euros pour prouver le prix d'acquisition et conserver les traces de vos efforts pour respecter vos obligations fiscales. Et si on ne déclare pas ces cryptos? Il y a des sanctions administratives et fiscales. Des pénalités de 10% pour déclaration insuffisante, 40% pour omission délibérée, 80% pour manœuvre frauduleuse, des intérêts de retard et même des sanctions pénales pour fraude fiscale, avec des amendes jusqu'à 3 millions d'euros et des peines de prison. N'oubliez pas la pénalité de 750 € par compte non déclaré à l'étranger et 125 ou 250 € par omission ou inexactitude non corrigée. On a le droit à l'erreur. Oui, vous pouvez corriger vos déclarations dans les 30 jours. Il y a le droit à l'erreur qui permet de régulariser sa situation sans pénalité, sauf si l'erreur était intentionnelle. Vous paierez quand même des intérêts de retard. Comment faire pour corriger une déclaration? Il faut faire une déclaration rectificative en ligne. On arrive à la fin de notre émission totale. Merci à Waltio et ORWL Avocats pour ce livre blanc très complet. Merci de m'avoir invité. J'espère que cette plongée dans la fiscalité des cryptos vous aura été utile. N'oubliez pas que les choses évoluent constamment, il faut se tenir au courant. N'hésitez pas à approfondir les points qui vous concernent et à consulter un expert si vous avez des questions. C'est un conseil avisé. Une dernière question pour la route. Maintenant que la régulation se précise et que la déclaration automatique arrive, comment allez-vous adapter vos stratégies pour profiter des opportunités des cryptos tout en restant en règle? À méditer. Au revoir. Au revoir.